Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ensemble pendant une heure pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Claude Posternac, bonjour, président de la Matrice, agence conseil en opinion, stratégie et communication. Et je signale que vous venez de lancer un nouveau site d'information sur Internet dont on voit à l'image une capture d'écran. Donc c'est un site d'information dont la source est Twitter, en gros les réseaux sociaux. Voilà, vous prenez le meilleur des réseaux sociaux et de ce qui est tweeté. Nicolas Rivard, bonjour. Bienvenue, avocat, secrétaire national de l'UMP. Maurice Ulrich, éditorialiste à l'Humanité. Bonjour Maurice, et Gérard Carrérou, éditorialiste à Europe 1. Bonjour. Sans oublier Charb. Bonjour Charb, dessinateur, directeur de la publication de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo qui rend hommage aux tontons flingueurs, les tontons flingués, les socialistes, ça ose tout, c'est-à-dire ça n'ose rien, c'est à ça qu'on les reconnaît, voilà. Ou ça ose tout aussi, vous auriez pu dire. Pas assez à mon sens. Mais... Ça n'ose rien, voilà. Et puis la sortie en kiosque du hors-série abat la pub. Revue de presse ce matin à la une de vos quotidiens. Le Parisien, stop au harcèlement à l'école. Un enfant sur 10 en serait victime. Et puis à lire à Montreuil, Voynet jette l'éponge. C'est une interview que vous retrouverez dans Libération, une interview qu'elle a accordée au quotidien pour expliquer pourquoi elle ne se représenterait pas à Montreuil. On pourra y revenir. Elle se dit dégoûtée par la politique. Et puis à lire dans Libération, réforme fiscale, le grand pari de Jean-Marc Ayrault qui poursuit ses consultations avec les syndicats. Prenons en main la réforme fiscale, l'humanité, c'est une autre manière de voir la réforme fiscale, puisque une autre réforme fiscale est entamée. Il ne faut pas faire un pari, mais il faut s'y mettre, pour résumer, pour faire court. Et Jean-Luc Mélenchon a appelé à une marche le 2 décembre prochain. Le 1er décembre, dimanche, une marche pour une vraie réforme fiscale. Le Figaro, face à Ayrault, Moscovici fait de la résistance et puis retraite des fonctionnaires, un gouffre pour l'État. Et à lire également Jean-Yves Le Drian, la France gardera la première armée d'Europe. On pourra en reparler puisque on va parler de la République de Centrafrique où la France va envoyer de nouvelles troupes. Charlie Hebdo est dans l'actualité avec une polémique, en tout cas, on veut dire une tâche sur La Marche. La Marche, le film qui sort demain, film qui rend hommage à la marche entamée en 83, la marche des beurs. Et puis il y a une chanson que vous avez, qu'on vous a signalée, que vous avez découverte, qui est en marge de ce film, qui reprend pourtant sur la pochette le même graphisme. C'est soutenu par le producteur du film, voilà. Mais ça ne fait pas partie de la BO, contrairement à ce qui avait été dit au départ apparemment. Voilà, et donc vous avez découvert donc, dans les paroles de cette chanson, qui est un collectif de rappeurs. On va écouter le couplet qui vous a ému, on va dire. Oui. Écoutez. Ma meilleure amie porte le foulard plus joli que ses filles peinturlurées. Laissez les gens vivre leur religion, j'ai envie de partir hurler. C'est qu'on te juge du regard, pas raciste. De toute façon y a pas plus qu'un gars qu'un raciste. C'est terroriste, elles veulent faire taire l'islam. Quel est le vrai danger, le terrorisme ou le terrorisme? Les miens se lèvent tôt, j'ai vu mes potos taffer. Je réclame un autodafé pour ces chiens de Charlie Hebdo. Voilà, je réclame un autodafé pour ces chiens de Charlie Hebdo. C'est vrai qu'un film qui prône l'antiracisme, la fraternité... Illustré par cette chanson, c'est un peu hors sujet. C'est un peu hors sujet. C'est d'ailleurs ce qui me choque le plus. C'est pas tellement les paroles violentes. Des paroles violentes, on y est habitué. Des rappeurs qui insultent ou menacent Charlie Hebdo, c'est pas les premiers. Bon, ceux-là ont la particularité d'être très connus, mais on en a connu, enfin, on en connaît d'autres. Et le problème, c'est l'association entre ces paroles ultra-violentes et un film qui défend une bonne cause, enfin, et qui défend la marche de 83. Et surtout, dans ces paroles, il y a des références religieuses, enfin, un autodafé, ces chiens d'infidèles. Ensuite, il y a la promotion du voile. Oui, ma meilleure amie porte le foulard plus joli que ses filles peinturlurées. Laissez les gens vivre leur religion, j'ai envie d'hurler. Ces terroristes qui veulent faire taire l'islam. En 83, c'était absolument pas les revendications des marcheurs. C'était une marche que moi je qualifierais de laïque. Et aujourd'hui, on a l'impression que des rappeurs, des curés institués rappeurs viennent faire la promotion de leur religion. Et pour moi, c'est hors sujet et c'est ça qui me choque. Gérard ? Oui, d'abord, je dirais, heureusement, on comprend à peine ces paroles. Là. La seule chose qu'on comprend, c'est vous, Gérard, vous n'êtes pas habitué à ça. Il faut parler le rappeur, il faut parler le rap. C'est pas la première fois que dans des chansons de rappeurs inconnus, on trouve là, ils sont très connus, tous. Oui, on trouve une dénonciation. Alors, un coup, c'est les flics.
Un coup, c'est les blancs, les petits blancs ou les blancs. Un coup, c'est effectivement ces femmes musulmanes qui essayent de se libérer de l'emprise idéologique islamique. C'est souvent le cas, et d'ailleurs dans cette chanson, c'est le cas, ou dans d'autres chansons dont on m'a montré ce matin les textes. Et je profite de l'occasion pour opposer à tout cet aspect nauséabond du rap un homme qui a disparu dans la nuit, qui s'appelle Lucien Neuwirth, dont le combat, mais je le dis parce que c'est exactement le contraire, le combat de Lucien Neuwirth, outre le fait que ça a été un résistant à 16 ans, un grand résistant, que ça a été un des premiers gaullistes, c'est l'homme qui, d'une certaine manière, lui et Simone Veil, ont libéré les femmes du XXe siècle. Lui, avec la pilule en 66, 67, contre une partie d'ailleurs des réactionnaires de son propre camp. Et puis Simone Veil qui a complété. Mais c'est exactement ça. On a eu des gens qui ont essayé de libérer les femmes, et on a des rappeurs qui essayent de les maintenir dans les banlieues, les empêcher. C'est les fameuses sœurs qu'on empêche de sortir, et on met les grands frères pour éviter effectivement qu'elles puissent rencontrer d'autres garçons, surtout si ce n'étaient pas des islamistes, etc. Voilà vous faites le parallèle. Alors, moi, je trouve ça très intéressant parce qu'aujourd'hui, on déplore les conséquences dont on chérit les causes. Parce que finalement, aujourd'hui, c'est cette espèce de lutte contre le racisme qui a commencé de manière très politique dans les années 80 avec SOS Racisme et le droit à la différence qui a généré, à mon sens, les replis identitaires. Et donc aujourd'hui, le lien aujourd'hui était très intéressant à faire. Le lien, c'est mon avis, je suis pas seul à penser comme ça. Et le lien aujourd'hui qui est très intéressant entre ce film de promotion d'une marche identitaire et ces rappeurs qui prennent appui sur cette marche pour faire valoir leur thématique et qui est même d'ailleurs au-delà d'une thématique identitaire qui est l'affirmation d'une religion. Et aujourd'hui, le lien entre les deux, pour moi finalement, c'est l'aboutissement de ce droit à la différence qu'on a promu dans les années 80 et qui trouve aujourd'hui sa finalité. Je crois qu'on ne peut pas vous laisser dire une chose pareille. Si vous pouvez. Non, je suis désolé. On peut reconnaître que cette chanson est malheureusement un marqueur. C'est un marqueur de notre société aujourd'hui, qui est plutôt une société en régression. C'est-à-dire que justement, ce qu'ont essayé de lancer ces jeunes à cette époque-là, qui était un grand souffle de fraternité, se traduit malheureusement par aujourd'hui un retour, une régression, remontée du machisme, etc., etc. Ceux qui sont responsables, ceux qui sont responsables de ça, on ne va pas dire que c'est Monsieur Désir et les gens qui étaient autour de lui, ce n'est absolument pas vrai. La responsabilité de tout ça, c'est que aucun gouvernement n'a essayé de travailler ce qu'on appelle l'intégration. Mais ça, c'est autre chose. Non, non, c'est pas une chose. Vous pouvez pas dire aujourd'hui si ça va mal dans les banlieues, c'est la faute de SOS Racisme. Ça n'a aucun sens. Si ça va mal dans les banlieues aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème d'intégration et que personne s'est véritablement posé le problème. Comment on intégrait des jeunes dans une société au lieu de les ghettoiser. On a ghettoisé une partie de la population française. Ce qui ne justifie pas et ce qui n'explique pas cette chanson. Simplement, cette chanson est un marqueur d'un moment de la société qui marque quoi ? C'est-à-dire, quelque part, notre génération a connu un échec. C'est-à-dire que le souffle qu'on a essayé de donner ne s'est pas transformé dans la société française. Donc, il faut reconnaître cet échec et essayer de comprendre aujourd'hui comment on peut dépasser cet échec. Oui. Bon, d'abord, moi, je crois qu'il faut d'abord dire que ces paroles envers Charlie Hebdo sont absolument inacceptables et intolérables. Alors, on a vu, je vous interromps une seconde, on a vu passer un tweet qui disait la liberté d'expression, c'est que dans un sens, Charlie Hebdo ne tolère pas. Non, c'est faux. Alors laissez. La liberté d'expression, on ne va pas faire de procès. Je pense que Charlie a raison et Charb a raison de penser qu'on a le droit de se moquer de tout. Mais en revanche, l'intolérance, ce n'est pas par l'intolérance qu'on peut combattre justement des intolérances, ce qu'ils prétendent faire. Alors sur le fond, je suis évidemment en désaccord avec ce qui vient d'être dit, même si je le comprends que ça puisse se dire du point de vue de l'UMP.
Mais la marche de 83 n'était absolument pas une marche identitaire. Au contraire, il s'agissait pour tous ces jeunes de revendiquer leur inscription dans la République. Enfin, c'était le message qui était porté à l'époque. Et ça, c'est essentiel. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ce rappeur-là, s'il croit rendre service... C'est Nekfeu, il s'appelle. Ouais, s'il croit rendre service à ce qui lui tient à cœur, apparemment, sa religion musulmane, il se trompe complètement. Parce que l'avenir de l'islam, à mon avis, s'il y en a un, et je pense qu'il y en a un, comme de la religion catholique et d'autres, c'est justement dans une rencontre, dans une confrontation, dans des discussions, dans la démocratie. Donc ce n'est pas autre chose. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir pour les religions dans l'enfermement, dans le repli intégriste. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas plus pour la religion catholique avec les communautaristes américains, par exemple, ou les fondamentalistes, qu'avec les musulmans intégristes et fondamentalistes. Voilà, le temps est venu de grands dialogues entre les religions. Sauf que là, c'est pas ça. Quelqu'un qui n'a pas de religion, d'ailleurs. Charles, c'est pas. Attendez, juste un instant. C'est pas exactement ce qui se passe. Charles, vous y a eu une réaction de Dizis, justement, sur Internet, qui disait... sur Instagram, il y a Dizis qui fait partie donc des chanteurs qui chantent cette chanson et qui revendiquent cette chanson. Il dit je me battrai pour... même si Charlie Hebdo était muet, je me battrai pour les faire taire. Vous savez pas comment ? En leur coupant les mains. Donc c'est amusant que des propos fascistes soient tenus par quelqu'un qui défend un film antiraciste. C'est là où je ne comprends pas. Ce qui est visé, c'est pas la première fois. Fasciste, il faut le dire. C'est pas la première fois. Le fascisme. C'est pas la première fois que ton journal est visé, et chaque fois, c'est le même motif. Le même motif, même punition. Le motif, c'est ton journal quand il se moque de l'islam. Aussitôt, mais engendre. Alors, il ne faut pas, et je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit notre ami là tout à l'heure, il ne faut pas faire de la société française à chaque fois, là c'était l'évolution, il y a une offensive, il faut reconnaître, il y a une offensive mondiale, attendez, il y a une offensive mondiale et européenne et française d'un islamisme communautaire et intégriste. Et effectivement, lorsque il y a eu la loi sur le voile, j'étais à fond pour cette loi, pour l'interdiction du voile. C'était comme pour précédemment celle à l'école. Il fallait se battre. Et là, je pense, de la même manière, il ne faut jamais relâcher la pression pour débarrasser la société française, pour le coup, de ces pulsions et de ces volontés souterraines d'intégrisme islamique. Non mais Gérard, est-ce qu'on peut relever, si tu veux quand même, relevons qu'en France, depuis un an, on a eu aussi une belle montée de l'intégrisme catholique avec la Manif pour tous, et qu'on a vu, moi je l'ai vu place du Châtelet, des intégristes musulmans manifester avec des intégristes catholiques contre une pièce de théâtre qui s'en prenait pour le coup à la religion chrétienne. Donc autant, donc il n'y a pas de monopole, je dirais, de l'intégrisme de l'islam. Ce n'est pas vrai. Il est peut-être plus répandu, il y a des réactions peut-être assez vives par rapport à Charlie d'une manière générale, mais je ferai remarquer que Charlie s'est fait aussi branché dans certains cas parce qu'il se foutait un peu trop de la religion catholique et chrétienne. On est plus en justice par les catholiques d'extrême droite, effectivement, que par les musulmans. Non, vous êtes juste menacé de mort. Non, effectivement, mais pour revenir à la liberté d'expression, tout le monde dit, mais vous vous rendez compte, Charlie Hebdo réagit, Charlie Hebdo est contre la liberté d'expression. En quoi on est contre la liberté d'expression ? On réagit à des propos qu'on estime excessifs et totalement incohérents en plus avec le sujet du film. Ouais. Donc on réagit à ça, ils ont le droit de s'exprimer. Pour moi, le rap, jamais je n'irai poursuivre un rappeur parce qu'il a écrit un livre ou chanter un rap. Mais j'ai le droit de dire ce que je pense du rap, comme les rappeurs ont le droit de dire ce qu'ils pensent de Charlie Hebdo. Et il n'y a aucune limitation de la liberté d'expression. Au contraire, on est en plein dans les libertés d'expression. Maintenant, encore une fois, ce qui me choque, c'est comment des rappeurs millionnaires instrumentalisent une marche populaire de 83 pour se faire du pognon. C'est vraiment... Pour moi, ce sont des escrocs et des fascistes. Il faut s'interrompre, c'est le rappel des titres, on continue tout de suite après. Pour une durée de 6 mois, pour Laurent Fabius, la situation dans le pays représente un risque pour l'ensemble de l'Afrique centrale. Restez avec nous, tout de suite retour sur le plateau de Choisissez votre camp, Valérie Expert. Deuxième partie de Choisissez votre camp. Pardon, excusez-moi, c'était un peu... sujet, beaucoup plus sérieux, c'est le conflit en Centrafrique. La France s'apprête à intervenir. En ligne avec nous, général de division Vincent Desportes, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, vous avez dirigé l'école de guerre entre 2008 et 2010. Vous êtes professeur à Sciences Po. Pour vous, il est urgent d'intervenir en Centrafrique. Donc, j'imagine que vous êtes en parfait accord avec ce qu'a déclaré Laurent Fabius hier. Ah, absolument. Je crois que la France doit faire face à ses responsabilités et intervenir. Par ailleurs, nous sommes sur place, puisque nous avons déjà 400 hommes sur place, et nous ne pouvons pas se laisser perpétrer les massacres et les violences sur le terrain sans réagir. Il est important que ce soit la MISCA, la force africaine, qui prenne les affaires en main, mais il est évident qu'au départ, cette force a besoin de la force française pour s'organiser et pour être capable de conduire ses missions. Donc nous devons intervenir vite si nous voulons être ce que doit être la France. On a trop attendu ? On aurait dû... Écoutez, je ne sais pas si on a trop attendu, mais peut-être aurions-nous mieux fait d'agir en mars 2013 quand le président Bozizé est tombé. Nous aurions pu aider à le maintenir en place, mais nous étions engagés, on le sait, très, très fortement au Mali à ce moment-là, et peut-être n'aurions-nous pas eu à intervenir aujourd'hui. Quelle est la nature des conflits là-bas? On parle de chaos, de chaos et de guerre ethnique. Écoutez, c'est très difficile à préciser. Ce qui est sûr, c'est que c'est le chaos. Il y a des violences interreligieuses, interethniques, et que cela peut se transformer, non pas en génocide, parce que je ne crois pas qu'il y ait de volonté de génocide, mais en massacre de masse. Donc il est urgent de rétablir à minima la sécurité et progressivement de construire un nouveau modèle politique, on l'a dit pour 2015, de manière à apporter une solution durable. Il n'est pas question de régler militairement le problème, mais l'emploi des armées françaises doit permettre de créer une nouvelle situation qui va permettre de régler la crise dans la durée et évidemment avec les Africains et les forces africaines. Ce qui est souhaitable, c'est que la communauté internationale comprenne bien que ça n'est pas un problème français, même si la France intervient, c'est un problème international. On ne peut pas laisser se créer au milieu de l'Afrique cette zone grise qui va être une nouvelle zone grise où vont se réfugier les terroristes et autres fauteurs de troubles. C'est notre propre sécurité à nous Français, mais je dirais à nous Européens, qui est directement engagée. Donc il faut intervenir évidemment. Très bien, merci Général Desportes d'être intervenu ce matin pour nous faire comprendre l'urgence et le pourquoi de cette intervention. Gérard. Oui, moi je pense, effectivement, j'ai entendu le général, je pense qu'il a raison. Dans l'urgence actuelle, il n'y a pas à hésiter, je crois, et surtout avec des forces françaises prépositionnées, à intervenir. Cela étant, j'essaye de dépasser ce conflit. On va certainement, avec notre armée, avec 1000 hommes, ce qu'a annoncé le ministre tout à l'heure, avec 1000 hommes sur place, on va, je pense, rétablir la situation, au moins pour quelque temps. Mais justement, pour combien de temps? Et puis, est-ce qu'il ne serait pas temps de dire clairement que la France de François Hollande devient pour le compte du monde entier, pour le compte des Américains, pour le compte des Européens, devient en quelque sorte le gendarme en Afrique pour l'ensemble des pays. En quel cas, il faut le dire. Et d'autre part, c'est quand même assez dangereux. Je ne comprends pas très bien pourquoi ce rôle... Je comprends l'histoire et la décolonisation, etc. C'est le rôle de la France. Mais est-ce que c'est vraiment le rôle de la France au XXIe siècle d'être le gendarme de toute l'Afrique? On a vu effectivement le Mali. L'entraînement des Européens a été assez nul. L'entraînement des Africains commence tout juste à se faire. Et là, on va être dans la même situation. On va être tout seul pendant un certain temps. Alors, je sais bien, et je terminerai par là, je sais bien que ça réussit plutôt mieux à François Hollande, les affaires africaines et les guerres africaines, que ne lui réussit le terrain économique et social français. Mais ce n'est pas une raison suffisante. Non. Nicolas Rivard. Oui, être le gendarme en Afrique, pour la France, c'est dans la lignée de notre histoire aussi. On a déploré la Centrafrique, mais on ne peut pas non plus faire comme si on n'avait aucun lien historique avec ce continent. Donc qu'on soit les gendarmes, j'allais dire, en Afrique pour le compte du monde, donc sous mandat de l'ONU, moi ça ne me pose pas de problème. Il faut qu'on intervienne parce qu'on a tous en tête les massacres du Rwanda et que c'est ça qui motive aujourd'hui notre intervention. Alors sur la durée, c'est vrai qu'on ne peut jamais savoir à l'avance quand on s'engage militairement combien de temps ça va durer. Là, ce qu'il faut, c'est éviter les massacres. Ce problème de Centrafrique se pose dans un cadre aujourd'hui franco-français par rapport à la loi de programmation militaire qui va être votée et la réduction drastique des effectifs.
Donc c'est ça aussi. C'est vrai qu'il y a un paradoxe, il y a un vrai paradoxe. Il y a un vrai paradoxe parce que la gauche, idéologiquement, n'aime pas l'armée, mais elle sait très bien s'en servir. Bah oui, mais il y a... Alors, Claude, ce qui se passe en Centrafrique est terrible. Hein. Il y a une opposition aujourd'hui entre des gens qui ont fait un coup d'État en mars, proches des islamistes, et puis en face des gens qui sont plutôt pro-chrétiens. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une guerre aujourd'hui qui est une guerre de massacre à la fois ethnique et religieuse, qui est extrêmement grave. Et ce qui est extrêmement grave, c'est que toujours dans ces guerres-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 6 à 8 000 enfants qui sont enrôlés, auquel RFI hier expliquait qu'on distribuait des machettes. En général, quand on distribue des machettes aux enfants, c'est pour organiser, c'est pas pour couper les bananes, exactement. Donc ça veut dire qu'on rentre dans une logique, même si le mot génocide n'est pas le bon terme, mais de massacre de masse qui est extrêmement important. Et puis de l'autre côté, l'autre souffrance, bien évidemment, c'est les femmes. Parce qu'on sait qu'il y a des viols qui sont des viols militaires, c'est-à-dire c'est pour paniquer les populations. Donc la France, qui a une responsabilité, une histoire, une culture en Afrique, doit répondre, lorsque l'Afrique l'appelle, à séparer aujourd'hui des tensions qui sont absolument terribles. Mais sur le paradoxe, effectivement, là pour le coup politique, c'est-à-dire l'armée, on annonce qu'on va diminuer ce qui est alloué à l'armée, et puis d'un autre côté, on se rend bien compte qu'on en a besoin. Donc Le Drian, ce matin, dit on restera la plus grande armée. Le vrai danger, c'est que quand vous parlez de zone grise, c'est que cette zone grise devienne de façon permanente une zone noire. Et ça, c'est le vrai danger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de rentrer dans une période qui, bien évidemment, intéresse des gens politiquement, et on sait à qui on fait référence, en particulier aux salafistes qui sont sur le terrain, et que ce chaos permanent, il est facile à être organisé en Afrique, parce qu'il y a des zones qui sont incontrôlables. Donc c'est extrêmement facile à chaque fois de remettre de l'huile sur le feu, et que bien évidemment, ce n'est pas 1000 hommes, 3000 hommes, 5000 hommes et 10 000 hommes du contingent français qui peuvent régler le problème. Maurice, si tu permets, juste un mot. La France n'a cessé, lorsqu'elle était gouvernée par les socialistes, n'a cessé de dénoncer ce qui se passe actuellement au Mali et va se passer en Centrafrique. C'est-à-dire, effectivement, vous avez parlé de la tradition française, mais pourquoi ne pas reconnaître, pourquoi ne pas admettre officiellement que la politique, initiée d'ailleurs à l'époque de Gaulle et de Foccart, était la bonne politique, continuée par Chirac, continuée un peu par Mitterrand quand même, était la bonne politique, et la politique indispensable si on veut empêcher que l'Afrique devienne effectivement un enjeu pour Al-Qaïda ou pour tous les réseaux islamistes du monde. Et qu'on continue toujours d'avoir d'ailleurs, sauf que le mot France-Afrique, c'est devenu un gros mot, donc on ne l'emploie plus. Mais à l'arrivée... mais c'est juste de plus l'employer, parce qu'effectivement, cette situation néocoloniale n'était pas juste, elle n'était pas supportable à tous égards. Mais ce qui est vrai, c'est que la situation continue, et qu'effectivement, moi je partage les inquiétudes qu'exprime Gérard tout à l'heure, c'est-à-dire que jusqu'à quand, jusqu'à où et dans combien de cas. Et qu'est-ce qu'il en est de la communauté internationale? Parce que du coup, la France intervient ici, la France intervient là, elle est la première à vouloir intervenir en Syrie également. Donc est-ce qu'on va intervenir partout comme ça? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, je veux dire. Et effectivement, j'ai un peu le sentiment qu'il y a un petit peu la tentation quand même d'exister au plan international davantage que l'on peut exister au plan intérieur pour régler les problèmes. Mais enfin, je voudrais terminer aussi sur quelque chose de relativement anecdotique, c'est que je m'étonne un petit peu, c'est vrai qu'on disait que l'armée autrefois était la grande maître, mais je m'étonne un peu aujourd'hui, malgré tout le respect que j'ai pour le général Desportes, de cette façon que des militaires ont de peser sur le politique. Parce que ce qu'on vient de nous dire là, c'est qu'il faut intervenir. Je suis désolé, la décision d'intervention ne relève pas d'un général, aussi compétent soit-il. Une décision d'intervention est une C'est quand même qu'il puisse donner son avis, quelqu'un qui a dirigé l'école de guerre, en l'occurrence, si vous parlez de lui. Non, je suis désolé, c'est le politique qui décide de la paix et de la guerre. Ce n'est pas un général qui dit il faut y aller. Le général, on n'est pas dans 7 jours en mai, c'est pas un complot des militaires. Non, bien évidemment. Je n'ai pas dit ça. Bien évidemment, que les militaires approuvent. Oui, mais les militaires ont quand même une expertise. On écoute quand même un certain nombre d'experts qui ne sont des experts en rien. La guerre est une affaire trop sérieuse pour la laisser aux militaires. Oui, mais là vous êtes dans l'idéologie. Non, je ne suis pas contre les militaires. Je suis pour les principes de la République. La décision de la paix ou de la guerre n'appartient pas
à l'armée et aux militaires, aussi compétents soient-ils, elle appartient aux politiques. Mais est-ce qu'ils n'ont pas une plus grande... Je suis d'accord avec vous, mais est-ce qu'ils n'ont pas une plus grande expertise, en l'occurrence, leur expertise, ils doivent la réserver. Ils doivent la réserver aux discussions avec le chef de l'État. Il n'est plus en activité. Il n'est pas en activité. Deux, Maurice a tout à fait raison. Un, il n'est pas en activité. Deux, sur le fond, il a tout à fait raison. C'est un choix politique. C'est pas un choix de militaire. Et je reviens quand même sur la gauche et la guerre. La particularité de la gauche française, c'est que ça n'a jamais été une gauche pacifiste. Jamais. Alors qu'en Allemagne, ça l'a été, etc. Donc, de voir la gauche qui intervient sur le terrain militaire, c'est pas un scoop, c'est pas une nouveauté. Ce qui est nouveau. Critiquait-elle autant la droite d'avoir cette politique? Elle n'a pas critiqué. Lorsque Sarkozy a décidé d'envoyer l'armée française en Libye, la gauche, et de façon peut-être même un peu trop unanime, était derrière Sarkozy. Donc il y a plutôt eu, de façon, depuis la libération, un consensus gauche-droite sur les interventions militaires. Il n'y a jamais eu de vrai débat là-dessus et que globalement, la gauche et la droite sont d'accord et que s'il y a un endroit où ils se rejoignent, c'est véritablement sur les interventions militaires. Charles, vous vouliez réagir Non, c'était encore le débat sur la Centrafrique. Les gouvernements successifs... Sarkozy avait promis d'en finir avec la Centrafrique, avec la France-Afrique, pardon. Hollande était sur cette ligne-là aussi. Effectivement, il y a peut-être moins de valises qui circulent entre les gouvernements africains et les gouvernements français, entre les partis politiques français et les gouvernements africains. Ça, c'est encore à voir. C'est encore à voir, mais bon, pour l'instant, rien ne sort, donc on va faire confiance. Mais le problème, c'est que pour en finir avec la France-Afrique, il faudrait juste supprimer toutes les bases militaires qu'on a en Afrique et qu'on a dans des pays en paix. On a des bases militaires au Tchad, on a des bases militaires au Djibouti, on a des bases militaires en Centrafrique, on a des bases militaires un peu partout. Et qu'est-ce que serait le plus beau signe pour montrer que la France-Afrique est finie? C'est le démantèlement de ces bases militaires. Oui, moi, ce qui me fascine, c'est que l'Angleterre avait, avec la France, un vaste empire colonial qu'elle a décolonisé, à peu près dans des conditions différentes, mais ressemblant aux nôtres, et que l'Angleterre, elle est intervenue sur l'Afghanistan, elle est intervenue sur l'Irak, mais elle n'est pas intervenue en Afrique depuis très longtemps. Or, il y a effectivement des conflits très difficiles, notamment au Nigeria et dans d'autres pays de l'Afrique anglophone, et il n'y a pas ça. Nous, on a un peu tendance aujourd'hui, je dirais, quelque part, il y a une pression, il y a une situation, mais on a un peu tendance à se précipiter. Non, mais les conflits en Afrique sont d'abord plus des conflits aujourd'hui de l'Ouest, c'est-à-dire qu'il y a la Côte d'Ivoire, il y a la Centrafrique, donc ça dépasse ça. Mais le risque, véritablement, c'est que la France soit perdante, c'est-à-dire perdante d'un point de vue militaire et perdante d'un point de vue économique. Et économique. Un petit signe important, c'est la première fois, le mois dernier, que le premier fournisseur de l'Algérie n'est plus la France, mais la Chine. Donc c'est-à-dire qu'on risque d'être à la fois perdante sur le plan militaire, perdante sur le plan économique et perdante tout à fait raison sur le plan diplomatique. Un mot et puis on change de sujet, on parle de budget. Juste un mot, mais ça n'a rien à voir, mais parce que Gérard a prononcé le mot Afghanistan, je voudrais attirer votre attention sur le fait que le ministère de la Justice afghan est en train d'adopter un amendement pour rétablir la lapidation en cas d'adultère, et que c'est quand même extraordinaire, au bout de 12 années de guerre, au nom de la démocratie et contre la barbarie, que le gouvernement afghan lui-même envisage de rétablir une pratique aussi ignoble et barbare. Voilà, bon, je voulais le dire. On parle du budget qui est évidemment encore et toujours à la une de l'actualité, puisque Jean-Marc Ayrault continue ses consultations. Il a commencé à recevoir les syndicats hier. Ce matin, Michel Sapin s'est déclaré favorable à une CSG progressive. C'est un pari, c'est ce que titre ce matin Libération, effectivement. Et on s'interrogeait hier sur la nécessité, sur le fait de recevoir ces syndicats. Pourquoi les syndicats les premiers pour parler de cette réforme de l'impôt? C'est pas un pari, c'est une grande improvisation ce qui est en train de se passer en fait. Parce que le président de la République n'était pas au courant il y a encore une semaine. C'est Jean-Marc Ayrault qui l'annonce au détriment de son ministre de l'économie. On reçoit les syndicats parce que je pense qu'on ne sait pas quoi dire d'autre. Donc du coup, on va écouter gentiment les syndicats en se disant peut-être qu'ils vont nous donner deux ou trois idées qu'on pourrait mettre dans notre projet de loi. Et puis à l'arrivée, on n'en sait toujours pas plus. Par contre, en revanche, ce qui est clair, c'est qu'on ne fait que parler de ça depuis 2 jours. Donc ce qui est sûr, c'est que médiatiquement, Jean-Marc Ayrault, il a réussi son coup. Voilà. Politiquement, je pense qu'il va le payer cher parce que cette réforme fiscale tant attendue, ça va se solder par un échec parce que c'est pas le système fiscal qu'il faut réformer en premier, c'est Bercy. On réformera pas
le système fiscal français si on n'a pas d'abord réformé la maison qui tient les cordons. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, le Premier ministre n'est pas du tout... Que l'UMP est courageuse dans l'opposition. Moi, mon souhait, monsieur, et c'est pour ça que je m'engage en politique, c'est d'être courageux quand on reviendra au pouvoir, vous inquiétez pas. Ce sentiment d'improvisation, effectivement, il est réel. Hein, moi, je ne le nie pas, il est totalement réel. La grande réforme fiscale devait avoir lieu en début de mandature, c'est-à-dire que c'était un engagement, il aurait dû être fait à ce moment-là. Et aujourd'hui, on a l'impression que ce gouvernement subit en permanence. Il y a eu l'amélioration de la productivité qui a fait le CICE, qui a été aussi une improvisation à Bercy, parce que je rappelle quand même qu'un impôt, plutôt une aide, 20 milliards donnés aux entreprises pour les aider et pour aider les entreprises industrielles françaises à mieux exporter, fait que le principal bénéficiaire du CICE est la Poste, avec 600 millions d'euros. Donc, on a aujourd'hui des sujets qui sont mis en avant et qui ne correspondent pas à la réalité de ce pays. Et malheureusement, pour le pays, ce qu'on est en train de faire ne va pas changer grand-chose. Politiquement, Ayrault a très bien joué. Il a tapé sur le maillon faible. Le maillon faible, c'est Moscovici. Il a fait deux choses. La première chose, c'est qu'il a changé les deux patrons de l'administration. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il engage un sujet en laissant croire que Moscou n'a pas voulu l'engager. Où vous avez raison, et je vous donne parfois acte, c'est que, bien évidemment, ça va coucher d'une souris. Parce que les vrais sujets ne vont pas être mis sur la table. Ils vont pas être abordés. Oui, mais c'est une diversion. C'est clairement, depuis le début, un rideau de fumée, une diversion. Ça, c'est habile. Il ne faut pas non plus toujours dire que c'est niais. C'est habile. Non, politiquement. Cette diversion permet d'occuper le terrain médiatique. Depuis quelques jours, on ne parle plus que de ça. Et ça permet surtout à François Hollande, qui était dans une situation assez désespérée politiquement, de gagner du temps. Et pour lui, aujourd'hui, chaque semaine gagnée, c'est un point positif. Ça va permettre, oui, on n'est pas loin de Noël maintenant, on est à un mois de Noël. Ça va permettre, les jours, ça va être long. Oui, ça va être long, on en est à Noël, ce point. On va franchir, alors Noël, jour de l'an, les Français n'aiment pas trop qu'on les embête avec la politique, ça va passer. Du coup, on a oublié que François Hollande devait tenir en novembre une grande conférence de presse dont on ne parle plus. On nous fait miroiter maintenant une émission télévisée un peu concoctée sur mesure pour parler aux Français. Et moyennant quoi, on va être en janvier. Et en janvier, le 15 janvier, après les vœux, il aura 25 occasions de célébrer les vœux et de parler, faire des discours. Après les vœux, on dira on est en campagne électorale pour les municipales. Non, Gérard, je suis d'accord, mais tactiquement, tactiquement, ce qui a bien fonctionné, ça s'appelle gagner du temps. Le doigt a été pointé sur Matignon. Et deux concerts, François Hollande et le Premier ministre, ont bougé l'index et ont pointé Bercy. C'est exactement ce qui s'est passé et ça a été fait remarquablement. Parce que c'est vrai qu'on ne parlait que remaniement la semaine dernière et de savoir quand est-ce qu'Ayrault allait partir. Et on a été plus loin, on a pointé le ministre Moscovici, dont on fait un peu le bouc émissaire, et on est descendu encore d'un cran, on a pointé le directeur du Trésor, le directeur du budget, deux hauts fonctionnaires. Alors on dit oui, c'est parce qu'ils étaient... On laisse entendre que comme ils avaient été nommés par Sarkozy, c'était pas des bons hauts fonctionnaires, et du coup Moscovici d'ailleurs a eu le courage de s'afficher avec le directeur du ce qui est tout de même cocasse dans cette affaire, enfin cocasse, pas pour tout le monde, mais ce qui est quand même un peu cocasse, c'est que quand même le premier à avoir lancé dans le débat public le thème du ras-le-bol fiscal, c'est Moscovici lui-même. Et que du coup, Ayrault et Hollande... Très exactement, apparemment, il s'est fait quand même un peu piéger, c'est-à-dire qu'il répondait à une question sur le ras-le-bol fiscal, donc il a repris une expression... Oui, enfin, quand on est ministre des Finances, on se laisse quand même pas piéger, ou alors on pas piéger, un peu piégé, quoi. Et bon, mais alors du coup, effectivement, ils ont contribué à répandre l'incendie qui avait déjà été allumé avec les pigeons, etc., et à faire que ça devienne un thème général partagé par tout le monde. Il y a un ras-le-bol fiscal. Alors depuis le petit patron jusqu'au CAC 40, jusqu'à Pierre Gattaz, en passant par... Voilà, tout le monde est victime du ras-le-bol fiscal. Donc la question, c'est effectivement qu'il faut une réforme fiscale, mais une réforme fiscale, elle doit... et y compris si on veut réconcilier les Français avec l'impôt, parce que sinon c'est le pacte républicain qui est en cause, il faut que cette réforme fiscale elle soit équitable. Il faut qu'elle soit progressive pour les plus hauts revenus, et donc il faut effectivement qu'elle ne soit pas de simples ajustements. Mais qui paye ? Mais c'est déjà le cas.
Oui, mais ça peut l'être beaucoup plus, Valérie. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Par exemple, on le sait très bien, les sociétés du CAC 40, on en a déjà parlé ici, ne payent que 8% de leur chiffre d'affaires en imposition. Mais là, on parle des salariés dans la réforme fiscale. On parle des ménages. On parle des impôts des ménages. Justement, ce que je veux dire pour finir, c'est que si réforme fiscale il doit y avoir, elle doit prendre en compte les propositions syndicales, discuter avec le patronat évidemment, mais prendre en compte les propositions syndicales, les prendre au sérieux et plus largement, il faut que les citoyens s'engagent. Qu'est-ce qu'on veut comme réforme fiscale? C'est à nous au fond de définir. Est-ce que c'est pas d'abord aux politiques quand même de dire ce que... Là, on élit des députés, il y a une représentation nationale à l'Assemblée nationale et au Sénat, et on commence par... Écoutez, il n'y a que Pétain qui avait fait la France corporatiste, qui avait inventé ses rapports avec les corporations. Ce n'est pas parce qu'on vote que le reste du temps on ne fait pas de politique et qu'on se tait. Non, mais la priorité donnée aux syndicats est complètement aberrante dans cette affaire. Nicolas Rivard. 8% des salariés, 8% des salariés sont syndiqués et on leur donne la priorité. On sait bien que le fait de recevoir les syndicats en premier, c'est quand même un petit peu pour donner le change. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé jusqu'alors, on discute avec les syndicats et on cède au MEDEF. Voilà ce qui s'est passé depuis plus d'un an. C'est bien pour donner le change avec des syndicats qui sont en mal aujourd'hui de légitimité, on est d'accord. Sur la réforme fiscale... La légitimité, quand on voit... les syndicats ne représentent plus qu'eux, ils ne représentent pas les salariés dans ce pays. Aujourd'hui. Quand on voit les courants qui agitent la société française, on se demande qui est légitime. Et pas plus, je ne veux pas être méchant, mais pas plus l'UMP qu'à la limite même que le Front de gauche. On a quand même des gens qui votent pour nous aux élections. Les syndicats, il y a qui vote pour eux? Il y a moins de 5% des salariés qui votent pour les syndicats. Et c'est eux aujourd'hui qui sont reçus à Matignon. Donc si vous voulez, moi j'aurais trouvé ça plus logique. J'aurais trouvé ça plus logique qu'on prépare un peu avec les députés la réforme fiscale, peut-être avant de voir les syndicats. Mais je ne parle pas seulement des syndicats, je parle des citoyens. Sur la réforme fiscale, moi ce qui m'intéresse, c'est que cette réforme fiscale là, qu'on annonce, effectivement, c'est un écran de fumée. On nous dit que le système est trop compliqué. Donc on va le rendre plus lisible, mais à fiscalité constante. Donc en fait, on est en train d'expliquer que ça ne changera rien pour les Français in fine. Donc en gros, on est en train d'expliquer que le dessin est un peu trop compliqué à comprendre. Dormez, braves gens, on va un peu le simplifier, mais vous inquiétez pas, ça ne va rien changer. Donc en fait, au final, savoir si on va fusionner la CSG ou pas, si on va prélever à la source, si vous permettez, ce qui n'est pas dit là-dedans, ce qui n'est pas dit là-dedans du reste, ce qui n'est pas dit là-dedans du reste, c'est que tout ça doit se passer dans le cadre des injonctions de la Commission de Bruxelles, qui maintenant a son droit de regard sur le budget de la France et qui dit voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'il ne faut pas faire. La vraie question de la réforme fiscale, la marge est limitée. Attendez, je finis. Je suis désolé, qui est-ce qui valide le budget de la France maintenant? Il y a 15 jours, c'était Barroso. La vraie question de la réforme fiscale, c'est de savoir quel système fiscal on veut, pour quelle compétitivité. Parce que dans un monde aujourd'hui... Pour quel progrès social, moi, je dirais. Non, mais d'accord. On n'est pas d'accord là-dessus. Ça va dedans. Oui et non. Ça va dedans. La compétitivité... Il y a un paradoxe aujourd'hui, c'est que pour la première fois, il y a un Premier ministre en France qui s'est déclaré social-démocrate. C'était la première fois, ça n'a jamais existé. Simplement, c'est une social-démocratie... social-libérale. C'est une social-démocratie, il y a deux vitesses. Lorsque vous devez donner 20 milliards... au patronat. Non. Ce que vous faites, c'est que vous ne parlez pas au patronat en disant qu'est-ce qui est le mieux pour le faire, on donne Bercy. Et lorsqu'on va plutôt vers les salariés, on retourne aux syndicats. C'est-à-dire que c'est un jeu social-démocrate dans une situation qui ne l'est pas. Et toute l'ambiguïté de la situation française, elle vient de là et c'est pour ça que la société est bloquée. Et ça va accoucher d'une souris, on sait que ça va accoucher d'une souris. La seule chose, c'est l'écotaxe, on ne parle plus de l'écotaxe. L'écotaxe a disparu. Mais vous dites qu'il n'y aura pas de prélèvement à la source et la fusion CSG... Mais ça, c'est un autre sujet. La fusion CSG, elle peut se faire. Le prélèvement à la source, non. Allez. Et puis si Jean-Marc Ayrault n'arrive pas à conduire cette réforme jusqu'à son terme, ça donnera un argument à François Hollande pour le mettre de côté. Donc il a aussi bien joué, Hollande, je trouve, sur ce coup-là, de le laisser faire. Même s'il n'était pas au courant. Ça lui fait un argument pour plus tard. C'était à l'insu de son plein gré. Et Thierry Lepan vient de déclarer donc Sapin ferait mieux de s'occuper de ses affaires, qu'il avait assez à faire avec le ministère du Travail sans en plus s'occuper du budget. Voilà. Thierry Lepan a raison. Voilà, forcément. Et le dessin de Charles, pour finir, c'est... Oui, prélèvement à la source, il faut déjà la trouver, la source. Il faut trouver la source, absolument, très juste. Et la une du Monde que vous verrez, que vous aurez tout à l'heure en kiosque, c'est sur la prostitution. La pénalisation du client divise les familles politiques et nous consacrerons demain une émission